Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une consoeur créatrice de contenu, Déborah Campaya. Oui. J'ai fait ta connaissance indirectement lorsque j'ai réalisé le podcast consacré à la chaîne YouTube Cru, parce que tu y participes à un certain nombre de ces vidéos-là. Par la suite, je t'ai reconnu en découvrant ton ancienne chaîne YouTube, Simply Déborah. Oui. Tu pourras nous expliquer pourquoi c'est ton ancienne chaîne. Et plus ça allait, et plus je me suis dit, mais en voilà une jeune femme intéressante. Alors ça m'a fait très plaisir quand tu as accepté mon invitation. Donc la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Déborah Campaya. Je n'ai pas de pseudo dans la partie BDSM, ni mon maître d'ailleurs. J'ai 26 ans. Je vis aujourd'hui au Portugal, près de Lisbonne, depuis à peu près 6 ans. Mais à la base, je suis alsacienne. Et en termes d'études, à la base, j'ai fait une licence de mathématiques. Et après aussi une certification en tant que coach. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis coach dans le BDSM et dans l'alignement de soi. Et aussi créatrice de contenu, comme tu l'as dit. Donc sur les réseaux sociaux, j'aime bien faire de l'éducation sur le monde fétiche et BDSM. Et ça, c'est professionnellement parlant. Personnellement parlant, je suis aussi dans une relation maître-esclave, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où je suis moi-même l'esclave. D'accord. Voilà. Ce qu'on devine un petit peu à ton collier. Oui. C'est vrai que c'est l'habit qui le montre, oui. Ouais. Alors, il y a une chose que je voudrais voir avec toi, parce qu'un petit peu comme avec les personnes que j'interviewe d'une façon générale, j'aime moyennement présenter quelqu'un en disant voilà juste ce qu'elle fait à un instant donné, ce qui peut expliquer et que tu racontes un petit peu ton parcours. On va le faire en plusieurs étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui peut expliquer ensuite tes activités et notamment ta crédibilité dans ce Totalement. que tu fais, me paraît important. Donc, la première chose dont j'aurais aimé que tu nous parles, c'est le fait que tu es touché par le trouble dissociatif de l'identité. Oui. Alors, effectivement, j'ai le trouble dissociatif de l'identité. Donc, ça veut dire que, déjà, je suis un système. Donc, un système, c'est un corps, mais avec plusieurs identités à l'intérieur de soi. Dans le passé, ça s'appelait le trouble multiple de la personnalité. Bon, ça a été remis à jour parce que ce n'était pas la bonne chose. Et donc, ça se caractérise par plein de symptômes, notamment de l'amnésie, le fait d'avoir plusieurs identités à l'intérieur de soi. Donc là, c'est Déborah qui vous parle du système Déborah. C'est le même nom, mais c'est pas pareil. Et ces identités, on les appelle des alters, donc des états alternatifs de conscience. Et il y en a plusieurs. Nous, on est qu'on en connaît bien une quinzaine, qu'on n'en connaît pas assez bien une quarantaine de personnes. Et on le verra certainement plus tard, il y en a plusieurs en relation BDSM avec maître ou non. Plusieurs qui coachent ou non. Voilà, c'est toute une organisation. Et comme dit, il y a de l'amnésie, il y a les alters et il y a de la dissociation. Beaucoup de dissociation. Donc là, j'essaye pendant l'interview de ne pas trop dissocier. Je fais au mieux. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé parce que, comme je t'ai dit, je ne connaissais pas. Ouais. Et tu passes assez rapidement au nous. Ouais. En parlant de tous tes alters, donc tu les appelles comme ça. Et c'est vrai que dans la conversation au début, surtout quand on ne connaît pas, il y a des fois j'étais un peu paumé, je vais le dire clairement. Je comprends. D'accord. Mais bon, on s'y fait assez rapidement. Et puis t'as pas l'air de le... Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, mais à te voir comme ça, t'as pas l'air de mal le vivre. En tout cas... Oui, alors voilà. En surface, ça va. Après, évidemment, c'est un trouble de base traumatique. Donc il y a du stress post-traumatique complexe et toutes ces choses-là. Donc c'est un trouble, donc c'est pas quelque chose de fun au quotidien évidemment, mais on a des techniques qui fait que, on a des techniques qui fait que on arrive à vivre avec, comme n'importe quel handicap en fait. D'accord. Et quand tu parlais de traumatisme, on va en parler un petit peu dans la partie suivante. Donc maintenant qu'on a abordé ce trouble dissociatif, ce qui serait intéressant, c'est que tu parles de ton parcours dans ton enfance et ton adolescence, qui va expliquer un petit peu notamment le trouble en question, mais qui va aussi beaucoup expliquer où est-ce que tu en es aujourd'hui en fait. Totalement. Alors, comme je l'ai dit, c'est sur base traumatique le trouble, donc évidemment quand on remonte dans mon histoire et dans mon enfance, il y a malheureusement pas mal de traumatismes.
En général, c'est un trouble qui se forme, on va dire, entre 8 et 10 ans à peu près. Donc moi, c'est aussi une période où ça a commencé un peu cette histoire autour des traumatismes, notamment répétés. Donc là, si je devais résumer, ça ressemble à ne pas avoir d'espace sécuritaire. Donc, que ce soit dans la famille, avoir des violences psychologiques, physiques, répétées, plus ou moins quotidiennes. Évidemment, il y a tout un système qui se met en place et comme dans toute famille dysfonctionnelle, ça ne ressemble pas juste à des coups par-ci par-là, mais toute une organisation, on va dire. Et puis, j'étais aussi athlète de haut niveau en gymnastique artistique, à une époque où, malheureusement, en France, c'était très, encore une fois, dysfonctionnel, presque sectaire, et beaucoup de violence. Pour que je donne un ordre d'idée, ça ressemble à peu près 30 heures par semaine de gymnastique, en plus des études au collège. Et donc, c'est quotidiennement des blessures, du rabaissement, de la pression aussi, très très jeune, trop de pression. Et du coup, il reste normalement l'école. On peut se dire, aller à un autre endroit, on pourrait se sentir en sécurité. Et moi, l'harcèlement scolaire a commencé très jeune et il a continué aussi plus longuement après dans mon adolescence. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, mon cerveau, il a bien dû survivre et trouver un moyen de rester en vie, tout simplement. Et c'est une des raisons qui fait que le trouble arrive. Là où on a eu un tournant, on va dire, dans comment j'ai pu gérer ces traumatismes-là, c'est que je me sentais très seule. J'ai été en dépression chronique à peu près 7 ans dans ma vie. Et avec cette solitude-là, il y avait quand même le besoin de partager à un moment donné, de me sentir appartenir. Et je suis tombée sur une chaîne YouTube à l'époque que beaucoup de personnes peut-être connaissent, Enjoy Phoenix, du coup, qui était une des premières youtubeuses beauté à l'époque, et qui disait qu'elle avait commencé justement YouTube pour se faire des amis. Et je me suis dit, mais c'est incroyable cette idée, moi j'ai pas d'amis, j'ai pas de personne autour de moi à qui je peux me confier, parler et juste me sentir appartenir. Ben, je vais faire la même chose. Alors évidemment, on peut pas juste aller sur YouTube et je veux des amis, aimez-moi s'il vous plaît, non c'était pas ça. C'était plus... j'ai quand même des choses à dire en fait à ce moment-là. J'ai commencé très jeune, à 15-16 ans, YouTube à peu près, la création de contenu. Et du coup, j'ai commencé avec les sujets qui, à l'époque, déjà j'avais envie d'en parler, comme le maquillage, c'est pour ça que j'adore encore me maquiller aujourd'hui, mais aussi qui existait sur la plateforme. Donc à l'époque, j'avais commencé avec des choses un peu plus superficielles comme ça sur le maquillage et le sport. Ça avait... plus ou moins fonctionné, mais j'avais des personnes à qui parler. Et puis après, j'ai pu plus parler de moi et de ce qui se passait dans mon esprit, dans mes réflexions, dans mon corps. Alors évidemment, je n'avais pas conscience que j'avais un trouble. J'en ai eu conscience beaucoup plus tard, il y a 2 ans en arrière. Le trouble dissociatif de l'identité, tu n'en as pas conscience à ce moment-là? J'en ai pas conscience, effectivement. C'est un trouble qui est fait à la base aussi pour être caché de la personne qui l'a. Et des personnes autour pour pouvoir s'en protéger. Parce que comme dit, si les personnes qui te font du mal se rendent compte que tu as ce trouble-là, ils peuvent s'en servir, ils peuvent déjouer. Contre toi. Voilà, contre moi. Contre nous. Oui, contre, voilà. Contre vous. Voilà. Et donc, ça, je l'ai su beaucoup plus tard, il y a peut-être 2 ans en arrière, peut-être à 24 ans, 23, 24, je ne sais plus exactement. Que tu as le diagnostic quelque part. Le diagnostic, exactement. Et comme je l'ai dit, il y a une part d'amnésie aussi. Donc, il faut quand même savoir que là, Déborah qui parle a très, très peu de souvenirs de ce qui se passe dans notre vie avant nos 20 ans. Et c'est beaucoup de choses qu'on a presque appris. C'est-à-dire, comme si on m'avait envoyé un film un peu de « je connais les petits points, alors on s'est mis sur YouTube pour ci, pour ça ». Mais ce n'est pas des souvenirs que je revis au moment où je le dis. C'est comme si tu avais des souvenirs, mais qui n'étaient pas personnels, en fait. Exactement. Quelqu'un qui m'a raconté son histoire. Ouais. Et donc, on a commencé à parler de nous, de nos réflexions. À l'époque, on a parlé beaucoup de féminisme et de lutte sociale. Donc, on était très, très, très engagés et activistes sur les réseaux sociaux. Féminisme, véganisme, lutte anti-racisme, écologie. Et c'est là où on s'est fait plus connaître sur la chaîne YouTube, notamment l'ancienne Simply Déborah, qui fonctionnait très très bien à cette époque-là. Et de fait, on est allé sur d'autres réseaux sociaux après. Simply Déborah,
il reste, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où tu y es allé, mais il reste quand même 60 000 abonnés. Oui. Ouais. On était monté un peu plus haut, 65 000, quelque chose comme ça. Et justement, quand on est allé après sur le BDSM, il y a des personnes qui ont décroché, ce qui paraît normal, il faut écouter ses limites. Mais à l'époque, quand c'était bien actif, ça fonctionnait plutôt bien, j'étais contente. Et après, on a dû changer parce que l'audience ne suivait plus non plus. Et on va avoir l'audience adaptée à ce qu'on dit aujourd'hui, donc BDSM, et alignement de soi, coaching. Mais voilà, on est passé par plein de phases. On est allé sur de l'entrepreneuriat, du développement personnel, en parallèle de la certification de coaching aussi, de mon business aussi de coach qui s'est développé. Alors tu parlais de violence tout à l'heure. Il y a un aspect de cette violence qui concerne ta sexualité. Totalement. Je vais te laisser en parler, je ne vois pas comment l'introduire mieux en fait. C'est dur de développer une sexualité quand on débute dans l'adolescence, dans un environnement qui est dysfonctionnel, parce que non seulement l'éducation à la sexualité, elle est toxique, donc beaucoup d'instabilité, moi, dans comment j'ai été éduquée à la sexualité. D'un côté, on n'en parle pas, c'est très tabou. J'avais pas le droit, moi, d'amener de petites copines, petits copains à la maison, et même là, je dis petite copine, petit copain, parce que je suis pan et polyamoureuse, mais à l'époque, je ne pouvais pas dire que petite copine. On ne parle pas de ça non plus à la maison. Puisque tu viens de le dire, est-ce que tu peux préciser, alors polyamoureux, on comprend, mais est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par pan ? Pan, c'est tout simplement le fait d'être attiré par tout type de personne, peu importe son genre, peu importe son sexe. Donc c'est la personne en tant que telle qui nous attire et pas son genre ou son sexe. Voilà. Et voilà, ça à l'époque, évidemment, ça c'est pas accepté dans ma famille du tout. Sans blague. Bizarre. Et donc du coup, on doit avoir un peu des stratagèmes pour avoir des petits copains. À l'époque, j'avais surtout des petits copains du coup. Ça doit être caché. J'ai été surveillée, moi, à l'école, avoir des petits agents secrets qui devaient regarder ce que je faisais à l'école. C'était très, très strict. J'avais pas le droit d'exprimer ça et beaucoup de honte aussi autour de tomber amoureuse même ou avoir envie de sexualité. Alors que pourtant, moi, le désir sexuel est arrivé quand même très très jeune, à travers la masturbation au départ, et puis après avec plus ou moins l'éducation que j'ai grattée par-ci par-là, c'était quelque chose qui faisait partie de moi, l'envie sexuelle. Tu as découvert en plus la sexualité par toi-même dans un environnement où tu n'avais pas intérêt à ce que ça se sache en plus. Exactement. Et beaucoup de honte, je me souviens très bien, moi les premières masturbations que je faisais, je m'en voulais énormément après. J'avais un système d'essayer d'avoir un calendrier, parce que je ne savais pas ce que c'était, que je me masturbais, d'essayer de ne pas faire cette chose horrible. Je disais, je l'ai fait il y a 3 semaines en arrière, il ne faut pas que je le refasse. C'était beaucoup de pression envers moi-même et de honte. Ouais. Et puis, bizarrement, en même temps aussi un laxisme où j'ai, on va dire, entendu des histoires de la famille sexuelle qu'on ne devrait pas savoir à un jeune âge. Et en même temps, ce qu'il faut retenir des familles dysfonctionnelles et violentes, c'est qu'il y a beaucoup d'interdits jusqu'à ce que ça vienne soutenir la violence et la dysfonctionnalité, le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement d'une façon générale. Et donc du coup, notamment à l'âge de 16 ans, quand j'ai eu le premier petit copain qui a été accepté dans la famille, qui était quelqu'un de violent et dysfonctionnel. Alors, juste pour faire un petit point, je faisais déjà du BDSM avant d'avoir rencontré cette personne-là, mais j'en faisais sans connaître les termes, parce que pas d'éducation, pas sainement. On va aborder ultérieurement ton appétence, j'ai envie de dire, pour le BDSM. Et donc, du coup, cette personne a quitté son pays et est venue vivre à la maison chez mes parents pendant à peu près 1 an et demi. Et est venu répéter en fait ce schéma-là avec beaucoup de manipulation des coups mentales, émotionnelles, et c'est soutenu d'une certaine manière par l'environnement, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça dans un environnement sain, évidemment, ça se voit, et les personnes le disent et peuvent arrêter, mais c'est pas comme si j'étais vraiment protégée non plus, quoi. Et c'est commencé du coup avec de la violence plutôt psychologique, faire baisser au maximum ma confiance en moi à ce moment-là, mon estime de moi. J'étais vraiment plus bas que terre et j'étais déjà en dépression avant qu'il me rencontre.
Donc là, envie suicidaire quotidiennement, beaucoup de mensonges aussi, c'est la base aussi d'une bonne manipulation, de bien mentir. Et en fait, on va dire pousser de plus en plus les limites et l'incapacité à dire non. Ouais. Et ça a été vraiment central. Ouais. Tout ça se passant au sein de ton cercle familial. C'est ça, dans la maison familiale. Ça se voyait. Hein, moi, donc, quelque part, tu n'as pas d'endroit où fuir, quoi. Pas du tout. Grosso modo. À Tu part n'as pas ma tête. d'endroit sûr, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte de ne pas pouvoir dire non et de plus en plus loin. Et du coup, ça fait que d'abord, on dit plus non sur nos opinions de tous les jours, nos avis, nos goûts, et puis très rapidement dans la sexualité. Et du coup, ça a donné une relation avec des viols plus ou moins quotidiens. Alors, je dis plus ou moins parce que, comme j'ai dit, beaucoup d'amnésie traumatique. Donc, c'est dur d'être exact et dans les dates et dans les fréquences. Mais l'agression sexuelle était vraiment au centre à ce moment-là de ma vie. Beaucoup de viols, de violences. Et une norme, c'était ma norme à ce moment-là. Et je pense peut-être l'avoir même dit quand on avait préparé l'interview, mais pour moi, à ce moment-là, j'étais presque chanceuse d'avoir quelqu'un qui au moins me donne ça. Je me sentais tellement mal, j'étais tellement bas dans mon estime, dans ce que j'avais le droit dans ma vie, que quelqu'un qui me violente, c'était déjà mieux que d'être seule. Alors, je ne le voulais pas, évidemment. Hein. J'étais totalement contre ça. Hein. Mais c'était pour dire à quel point il n'y avait plus d'humanité à l'intérieur de moi. J'étais un objet, quoi. Plus d'estime de soi, plus d'estime. Plus grand-chose. Rien du tout. Le fait est que c'est hyper violent. Oui. La question que je me pose, c'est est-ce que tu penses qu'il avait conscience d'être comme ça ? Alors, ce partenaire-là, qui était le premier qui m'a violée, et il y en a eu d'autres malheureusement par la suite. Oui, c'était beaucoup trop bien mis en place. Et puis le jour où je l'ai confronté face à sa manipulation et plus tard ses viols, et à l'époque j'en avais fait une vidéo sur YouTube aussi, il n'a pas démenti et il a pris peur d'ailleurs quand j'ai compris le jeu dans lequel il était. Je dis jeu, alors il n'y avait que lui qui jouait, hein, mais oui, son mode de fonctionnement, quoi. C'est ça, et puis il a reproduit avec d'autres personnes après moi aussi. Ouais. Donc lui, vraiment, oui. Après, je pense que par la suite, il y en a beaucoup qui ont profité plutôt de mon manque de confiance, ma faiblesse à ce moment-là, pour pouvoir profiter et violer, plus par opportunité que par vraiment aller conscience de je vais détruire quelqu'un, quoi. Mais à ce moment-là, ouais, totalement. Et qu'est-ce qui fait, est-ce qu'il y a un déclic qui fait que tu t'aperçois que ça ne va pas en fait, que ça ne devrait pas se passer comme ça ? D'abord, quand ça se passe, pas spécialement. Surtout les viols, j'en ai pas conscience que c'est pas normal. J'ai conscience que quelque chose ne se passe pas, que ça fait mal, quoi. C'est pas agréable de se faire violer, mais c'est ma norme. À la fin de la relation avec cette personne-là, j'ai eu conscience de la manipulation. J'ai eu conscience de l'enjeu psychologique et c'est là où je l'ai confronté la première fois. Mais il a fallu que j'attende quand même plusieurs mois, vraiment par hasard. J'étais avec mon autre copain par la suite et on regardait une série sur Netflix, peut-être, je sais pas, qui était 13 Reasons Why, où il y a une scène de viol. Et d'ailleurs, je sais ne pas être la seule qui a eu des révélations face à cette série-là. Effectivement, la scène est assez marquante. Et je me suis directement reconnue dans la réaction de la personne qui se faisait violer, à quel point elle était livide totalement. Et tout est remonté. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'à cette époque, il y avait 2 personnes qui m'avaient violée. Déjà entre lui et l'autre petit copain, il y avait déjà quelqu'un qui était repassé derrière. Et tout remonte, les souvenirs d'un coup, ce qu'on appelle des flashbacks, du coup des reviviscences. Et là, ça a été très dur parce que la dépression est allée encore plus bas, les envies suicidaires aussi. Mais ça a été ce déclencheur-là. Après, par la suite, la thérapie et tout, fait qu'évidemment, il y a d'autres souvenirs et prises de conscience. Mais c'est vraiment ce moment-là où tout remonte. C'est quoi la difficulté ? C'est de se rendre compte qu'on est victime ? Alors, on passe par tout un tas d'émotions. Déjà du choc.
C'est aussi une sensation de revoir sa vie et on était là mais on n'était pas là. C'est très bizarre comme sensation. Et en même temps, même si on sait qu'on est victime, d'accepter le statut de victime, c'est très dur. On a tendance, comme beaucoup de personnes qui sont violées ou agressées, à se dire c'est de ma faute et j'aurais dû faire ci. Alors que non, évidemment que la seule personne coupable est la personne qui viole ou qui agresse. Mais ça arrive plus tard. Ouais. Ça arrive aussi avec les difficultés qui se passent pendant mes relations sexuelles du moment avec mon nouveau copain. Où là, il y a plein de reviviscences et c'est des années et des années de reconstruction à ce moment-là. Ouais. La relecture de sa vie d'une autre façon qu'on l'a vécu. Exactement. Et alors, il y a un moment où, comme tu le dis, tu as j'allais dire dépressif chronique, c'est pas le bon terme, enfin clairement tu es en dépression à long terme, je veux dire, une vraie dépression, hein, pas le petit coup de mou. Et il y a une période qui est importante pour toi, parce que en décembre 2017, tu me dis, tu bénéficies d'une prise en charge, enfin, d'une aide d'une professionnelle dans un centre de femmes ayant subi des violences. C'est ça. Là, tu vois une psychologue et qu'est-ce qui se passe ? Alors, enfin, je suis majeure, donc je peux enfin m'autoriser à aller voir des professionnels de santé. Tu as 19 ans à ce moment-là. Voilà. Donc, ma voiture, hop, je pars directement voir dans des centres, des associations d'ailleurs, heureusement que ça existe. Tu fuis ta famille, en fait. Oui, et puis, alors, je suis toujours dans le même espace. À ce moment-là, je suis toujours en Alsace. Je n'habite plus chez eux la semaine, mais le week-end, oui. Mais j'ai une voiture. Et ça, c'est le premier endroit d'ailleurs sécuritaire pour moi, ça a été ma voiture. Et donc du coup, avec cette voiture, je peux me rendre dans des associations, me faire prendre en charge. J'avais pas d'argent du tout, donc tout est dans les trucs les gratuits, aidez-moi s'il vous plaît. Ouais. Et merci la France, j'ai envie de dire. Merci la France, vraiment. Et je vais dans cette association-là. Alors, on m'y accompagne aussi légalement parlant. Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'on peut porter plainte ? Toutes ces choses-là. Et aussi psychologiquement parlant. Donc, je vois une psychologue qui est déjà la première à me dire que je suis dans une famille violente. Et pour moi, ça a été une révélation de « Ah oui, ça explique beaucoup de choses, en fait. Ouais. » Et puis, plus tard, qu'effectivement, j'ai subi des viols et que c'est pas anodin et que ça a un impact sur ma dépression chronique, comme tu le disais. Et on est vraiment à une période, en fin 2017, les envies suicidaires prennent toute la place. C'est-à-dire, je vais à l'université en mathématiques, des fois j'ai du mal à me concentrer, je dois sortir des cours, je tiens plus debout en fait. Et elle me dit en décembre, écoute, il y a les fêtes de fin d'année, là, 2 semaines. 2 semaines, tu essaies de te reposer, si à la rentrée on se voit et ça va toujours pas, on a besoin de t'emmener dans un endroit pour te reposer, pour être en sécurité, et on va en hôpital psychiatrique. Donc moi, c'était ces 2 semaines-là qui étaient décisives. Est-ce qu'après, je me retrouve en 2018 en hôpital psychiatrique ou est-ce qu'il y a une autre possibilité pour moi ? Elle ne t'oblige pas par ailleurs, c'est-à-dire qu'elle te le propose et toi, tu es plutôt partante en fait. Hein, Ah oui, moi, je le vois comme le paradis là, à ce moment-là. Je me dis, souffler, ne pas avoir de cris autour de soi, ne pas être constamment en peur et ça a l'air d'être bien quand même ce truc-là. Le pire c'est que c'est pas l'idée qu'on se fait de l'hôpital psychiatrique en plus, hein. On se dit des cris, ouais. Mais c'est vrai que comparé à ce qui se passe à la maison, ça avait l'air d'être le paradis. Ouais. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 semaines ? Alors pendant ces 2 semaines, presque le destin... vraiment sorti nulle part. Encore une fois, je suis sur Netflix, décidément, ça m'a aidé. Et je regarde un documentaire sur le coaching d'une personne que je recommande pas forcément aujourd'hui, mais à l'époque, ça a fait son effet. Et dans ce documentaire, il y a l'idée, pour la première fois, qui me vient qu'en gros, je peux décider de ma vie. J'ai le choix. Je suis actrice, quoi, de ma vie. J'avais jamais eu cette idée. Pour moi, on a toujours décidé pour moi. J'étais un pion parmi tant d'autres. Et là, on me dit, non, tu peux jouer le jeu, quoi. Incroyable, j'ai le droit. C'est ta vie. Exactement. C'est ta vie, quoi. Et c'est venu déclencher quelque chose chez moi. Le monde du coaching m'a appelée à ce moment-là. Et j'ai été passionnée directement. C'est-à-dire, j'ai eu ce premier déclic. Je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de changement.
Et à partir de ce jour-là, je me suis plongée dans plein de techniques de développement personnel, de coaching. Et alors, il y a eu quand même un changement d'hôte. Donc l'hôte que je replace, c'est la personne, l'alter, qui prend soin du quotidien. Là, c'est Déborah, mais à l'époque, ce n'était pas Déborah l'hôte. Et donc, ça a créé aussi un changement d'hôte de qui s'occupait de nous au quotidien. Et on a pu du coup s'occuper de notre dépression. Et comme tu disais, l'alter qui prend la main, j'ai envie de dire, c'est Déborah. Oui. Ça correspond à ce que tu disais au début. Tu as relativement peu de souvenirs d'avant tes 20 ans, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Donc là, j'ai envie de dire, tu reprends le contrôle globalement. Alors là, c'était pas Déborah à cette époque. Oui, à cette époque-là, non. Ouais, mais c'est ce qui va permettre. Ça va pouvoir après, par la suite, laisser aussi l'espace, parce que vu que moi, je suis une alter qui n'est pas ce qu'on appelle une trauma holder, donc qui détient tous les traumatismes, pour qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe comme ça du quotidien, il faut quand même aller mieux. Et donc du coup, il y en a d'autres qui ont dû passer avant moi avec beaucoup de traumatismes, en prendre soin, notamment Martin, un des alters à ce moment-là, qui prend soin de tout le système et qui a pu passer le relais par la suite. Voilà. Quand tu dis ça comme ça, sans connaître plus, on pourrait se dire, tiens, un peu trans aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais... Donc là, on était en 2017. Tu entames un processus de guérison, j'ai envie de dire, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et tu continues en parallèle YouTube que tu as commencé à 15-16 ans parce que tu m'as dit que tu avais l'impression de ne ressembler à personne. Ouais. Donc tu t'es dit, il faut en parler. Il faut que j'en parle, faut que je parle de qui je suis. Et en août 2018, tu fais une vidéo qui va exploser. Oui, totalement. Vu qu'il y a eu la guérison dès depuis 2018 qui se met en place, alors c'était notre priorité numéro 1. Se lever à 5h du matin, guérison. Enfin, il n'y avait que ça. Et du coup, on a passé des paliers de guérison assez rapidement. Et notamment en août 2018, on s'est senti assez à l'aise pour pouvoir parler des viols, des 2 viols qu'on avait subis à cette époque-là. Enfin, c'est pas 2 viols, c'est par 2 personnes différentes. Et d'en parler déjà depuis un point de vue, c'est un peu derrière nous, alors pas totalement, parce que ça fait toujours partie de notre vie évidemment. Et on a fait cette vidéo, on a décidé de témoigner. À une époque où il n'y avait pas beaucoup de témoignages en fait sur ça. C'est bien avant Balance ton porc, toutes ces choses-là et tout, c'est bien avant ça, MeToo et tout. Et enfin bien avant, quelques temps avant. Et la vidéo explose totalement, elle a plus de 1 million de vues. En plus à l'époque sur YouTube, c'était beaucoup. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est, vu que la vidéo explose, beaucoup de commentaires, trop de commentaires. Et je veux vraiment aider les gens à ce moment-là, à partager, parce qu'il y a quand même un parcours qui m'a aidé et qui peut aider aussi, j'en suis sûre. Mais impossible d'aider sur ces sujets-là en plus par message. Ouais. Donc je me dis, faut bien qu'on trouve un autre moyen, et c'est le moment où j'ouvre mes premiers visios. Donc à l'époque par Skype, quelques personnes bénévolement parlant, je peux vous aider sur les sujets. Alors bizarrement la vidéo parlait de viol, mais c'était pas que sur ça. Ces Skype-là, c'était sur la violence en général, le fait de vivre dans un environnement violent et comment on s'en remet en fait tout simplement. Et j'ouvre d'abord les Skype, les premiers en fin d'année 2018. Et puis après, en parallèle de mes formations, ça s'est professionnalisé, on le verra par la suite. Mais c'est vraiment le début pour moi de tout ce qui est coaching et tout. Et bizarrement parlant, c'est aussi un moyen pour moi de mettre la sexualité de côté. C'est-à-dire, je vais juste mettre mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux, mais j'attends en fait de bien construire tous les autres pans de ma vie, tous mes autres domaines, de me sentir bien, que ce soit amoureusement parlant, avec la famille aussi d'une certaine manière, les amis et le professionnel. Je développe tout ça et en fait ma sexualité continue sur cette lancée de guérison, mais n'a jamais vraiment été à ce moment-là, mais n'est plus une priorité. Je me concentre sur le reste et on verra plus tard. Et il y a bien 6-7 ans qui passent entre la destruction de ma sexualité avec les viols et le moment où je reprends du plaisir dans ma sexualité beaucoup plus tard. Oui, 6-7 ans. Voilà. 6-7 ans quand on est jeune et que c'est censé être le moment où ça bouillonne, j'ai envie de dire. C'est beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup.
D'accord. Alors, il y a ces 6-7 ans-là, et en même temps, ce qui est marrant, c'est que le moment où j'ouvre ces premiers Skype, je suis déjà en voyage. Je suis déjà plus chez mes parents parce que ça tombe au même moment où moi, j'ai décidé de partir en année sabbatique. Donc, ma licence de mathématiques qui a duré 3 ans, du coup, avant de commencer, je savais déjà, punaise, j'espère qu'après ces 3 ans, je peux prendre une pause. Alors moi, je crois que c'était une pause des études. Non, c'était une pause de la vie presque. Ouais. Voilà, je fuyais en fait mon environnement violent et la famille. Et je me retrouve presque par hasard du coup au Portugal. Je pense bien que mes premiers coachings vraiment se passent au Portugal déjà. Et pourquoi par hasard? Parce que encore une fois, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien du tout. Ça a été l'avion le moins cher. On peut m'accueillir gratuitement là-bas au Portugal par une application à l'époque, Couchsurfing, ça s'appelle. Et c'est des personnes tout simplement qui veulent t'accueillir dans leur pays. Gratuitement, chez eux. Ils te laissent une chambre. Alors en général, c'est pour des escales, hein, 1 nuit ou 2. Mais moi, je ne pouvais pas faire grand-chose. Est-ce qu'on peut m'accueillir 3 semaines, s'il vous plaît? Et en fait, on me dit oui. Donc je suis logée gratuitement au Portugal. Il n'y a rien en échange. La personne a juste envie de te faire découvrir son pays. Oui, parce comme ça, elle racontait comme ça, on pourrait imaginer qu'elle a envie de te faire découvrir autre chose. Voilà. Hein. Mais, alors, pas du... Et je trouve ça incroyable d'ailleurs qu'il y a des personnes juste par le plaisir de partager leur pays, quoi. Et logée gratuitement, un petit 50 €, billet d'avion, je pars 3 semaines. Et j'étais déjà en relation à ce moment-là avec la personne avec qui j'étais au moment où j'ai pris conscience des viols, qui m'a accompagnée pendant 2 ans et demi à peu près. Et quand je suis arrivée au Portugal, presque au premier jour, je tombe amoureuse de la personne qui m'accueille. Ouais. Et donc pour moi, ça a été un peu le moment décisif de peut-être que j'ai bien envie de rester ici. Alors c'est pas ce qui m'a fait rester par la suite, mais à ce moment-là, c'est ce qui m'a fait rester. Bah forcément, oui, il y a un intérêt. Voilà, on avait des raisons de revenir. Et je m'installe et je commence mon activité là-bas. Je recommence une partie de ma construction d'adulte en fait. Hein. Ouais. Et voilà, je découvre ça, tout simplement. Alors la première fois où je fais cette transition de copain, entre guillemets, on peut se dire ça se passe bien parce que je suis dans le polyamour. En réalité, ce premier copain... Donc celui qui t'a hébergé au Portugal. Alors celui d'avant était finalement plus ou moins chaud d'être en polyamour. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté la relation et j'ai commencé avec la personne qui m'a accueillie au Portugal. D'accord. Et il était très au courant, je suis polyamoureuse, si on se met en relation, on sera dans le polyamour. Oui, je suis très d'accord aussi. Et on reste quand même 2 ans et demi ensemble, donc on a beaucoup de discussions à ce sujet-là, quoi. En fait, on se rend compte plus tard que quand j'ai envie d'ouvrir, de commencer à aller voir d'autres personnes, alors d'abord, pas à Lisbonne même, quoi, mais dans mes voyages, à distance, ça va, mais ils préfèrent pas trop savoir. D'accord. Et puis, moi, ça fait du coup 5 ans au total, 2 ans et demi de relation où je me bride un peu sur mon polyamour. Ouais. J'en ai un peu marre. Et lui, il est poly-I, mais il n'est pas trop poly-Y. Voilà, c'est-à-dire que il accepte, mais pas totalement. Et puis lui n'avait pas du tout envie d'avoir d'autres relations non plus. Donc c'était quelque chose d'un peu... déjà, le fait qu'il soit dans l'acceptation, mais ça veut dire qu'il n'est pas vraiment polyamoureux, lui. Non, totalement. Il a accepté, quoi. C'est ça. Et puis, il y a un moment quand même où j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Et puis, j'en ai pas marre que de ne pas pouvoir vivre mon polyamour. J'en ai marre aussi de ne pas vivre ma sexualité avec plaisir. C'est-à-dire que ma sexualité, vu que pendant toutes ces années, ces 6-7 ans, elle est quand même toujours encore autour de la guérison. Le plaisir n'est pas la priorité, c'est là, mais c'est pas le centre. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment d'espace pour même me mettre en lien avec mes kinks, de nouveau avec mon BDSM que j'avais entrevu très très jeune. Et donc on a une relation quand même plus ou moins vanille avec cette personne qui m'accueille. Allez, 2-3 petits trucs par-ci par-là, BDSM, mais rien de fou. Ouais. On arrive vers la fin de cette relation, j'en ai marre de ne pas pouvoir vivre mon polyamour comme je le veux et je veux une sexualité plaisante, avec mon plaisir au centre. Et donc, je prends un peu cette décision-là. Je prends cette décision de, peu importe ce que ça va me coûter,
je veux vivre cette vie-là. D'accord. Et au moment où je me sens prête, je me mets sur des applications de rencontres et littéralement 2 heures plus tard, je tombe sur mon maître actuel. Et alors là, pour le coup polyamoureux, il n'y a pas de problème. Et évidemment, les kinks qui se redéveloppent comme s'ils avaient été mis sous le tapis depuis un moment. C'était pas du tout quelque chose de nouveau dans la sensation, mais comme un souffle. Ah, je peux de nouveau me remettre à ça. Ouais. De nouveau. C'est même pas que ça, parce qu'avant, c'était quand même très difficile à vivre. Et puis surtout, comme tu le dis, pendant 6-7 ans, tu as mis de côté ta sexualité parce que tu as voulu reconstruire le reste avant. Amour, travail, tout un tas de choses. Donc forcément, il ne fallait pas rêver. Au bout d'un moment, ça fait effet cocotte minute. Exact. Ah oui, mais tout ce qu'on ne s'occupe pas, ça vient plus tard. Hein. Ouais, oui. Voilà. Et d'où la peur aussi, la pression que j'avais à prendre cette décision de remettre ma sexualité au centre, parce que je dis peu importe ce que ça coûte, mais je savais très bien que ça pouvait coûter ma relation, du coup l'endroit où j'habitais, ma profession aussi, parce que même si j'étais déjà coach, je ne le faisais pas dans le BDSM. Donc il y avait aussi tout cet enjeu-là de je prends une décision pour vivre qui je suis réellement alignée, mais qu'est-ce que ça va désaligner du coup dans tout ce que j'avais construit pendant ces années-là, quoi. Pour construire, enfin avant de construire, parfois il faut détruire. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Voilà. D'accord. Et donc tu rencontres ton maître. Oui, exactement. Actuel, j'ai envie de dire. Actuel. Je te souhaite que ça dure longtemps, mais enfin bon. J'espère aussi. La vie est longue, tu es jeune encore. Oui. Donc, enfin bon, quand t'en parles, on sent que ça t'as les yeux qui brillent un peu. Hein. donc, est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette relation ? Oui. Alors déjà, on se rencontre pas sur une application dédiée au BDSM, vraiment OkCupid à l'époque. Alors pour le coup, je recommande à 100% cette application, elle est incroyable. On parle un peu dans nos premiers rendez-vous, plus ou moins de BDSM, mais t'en fais pas, oui, mais très soft. Voilà. Et puis on se dit vraiment, on sait qu'il y a des maîtres esclaves, des déesses. Pas pour nous, ça. C'est pas pour nous. Et puis plus on avance, évidemment, et aussi très rapidement. Alors oui et non, parce qu'il y a eu beaucoup d'attentes avant. Donc ça paraît rapide sur le moment, mais en fait, ça fait des années qu'on a envie de vivre ça. Et lui aussi est marié à ce moment-là, 2 autres copines aussi. Et il a aussi cette envie de parce qu'il est vraiment polyamoureux, pour le coup. Pour le coup, il est vraiment polyamoureux. Et quand il est les premières fois vraiment dans ce rôle de dominant, c'est comme moi, ça devient, alors je dirais pas addictif dans le sens addiction, hein, mais dans le sens on sent à sa place, quoi. Et ça, une fois qu'on le touche du doigt, on peut pas revenir en arrière. Donc on développe en parallèle la relation amoureuse et la relation, alors d'abord déesse, donc dominant-soumise, puis 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et puis après maître esclave. Et je dis bien en parallèle, parce que c'est bien 2 relations qu'il faut nourrir avec des codes plus ou moins différents, quoi. D'accord. Alors c'est une question que je voulais te poser, parce qu'on entend souvent ça, et j'ai l'impression en plus que ça varie d'un couple à l'autre, donc tu vas me dire ce que tu en penses. Mais quelle est la différence, explique-nous, entre maître et soumis et maître esclave. Oui, entre DS et ME, il y a beaucoup de différences et je suis totalement d'accord avec toi. En fonction de à qui on demande, on n'a pas la même réponse. Et c'est normal parce qu'en fait, chaque expérience est unique. Alors évidemment, il y a le côté DS au-delà du 24/7. Donc là, la seule différence entre du DS et DS 24/7, c'est le temps, l'espace que ça va prendre. Dominant-soumis, quand on est au lit ou de temps en temps dans le week-end, on part en vacances et tout. On n'a pas besoin vraiment de penser à l'organisation du quotidien non plus. Et puis, ça reste dans une scène précise. Et puis, quand on commence à l'étendre en 24/7 dans la relation DS, pour moi, là, la priorité première, ça va être aussi, déjà, en dehors de la sexualité, ça ressemble à quoi ? Alors, je dis ça, il faut quand même avoir en tête que beaucoup de personnes DS 24/7 gardent le déclencheur de la sexualité dans leur 24/7.
Et c'est ce qui fait aussi qu'ils le mettent en 24/7 et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui l'ont en début de relation et ça ne tient pas sur le long terme non plus. Parce que c'est la sexualité, le moteur de leur relation dominant-soumise en 24 heures sur 24. Voilà. Et donc au début, on a envie de faire du sexe tout le temps, donc c'est simple de le garder en 24/7. Mais voilà, on peut avoir cette sexualité en déclencheur et aussi on va penser au quotidien day-to-day, mais on ne va pas forcément créer notre quotidien autour de la relation DS, c'est plutôt on va adapter notre DS à notre quotidien qu'on a déjà. Et puis après, là il y a deux écoles. Alors d'abord je vais parler de l'école classique qui dit que quand on passe en maître-esclave, un des changements premiers va être la notion de libre arbitre, où en général on va dire du coup que l'esclave n'a plus de libre arbitre, il va être vraiment sous la stratégie, les ordres du maître ou de la maîtresse. C'est la définition du dictionnaire en fait. Voilà. D'où la difficulté souvent quand on aborde le BDSM et qu'on ne connaît pas, effectivement il y a un certain nombre de mots qu'il ne faut pas prendre au sens premier. Hein. Ouais, totalement. Et puis du coup là on dit les safe words, les mots de sécurité, normalement on n'est plus censé en avoir, ou alors on va les utiliser mais de façon différente. Là où un safe word dans une relation DS est pour arrêter une pratique, un safe word dans une relation maître-esclave est plus pour arrêter une relation. C'est la dynamique qu'on vient remettre en cause. Alors, je suis plutôt d'accord avec cette définition-là, et en même temps, dans la mienne, j'aimerais bien mettre de la nuance, qui est que beaucoup de personnes disent « j'ai testé le maître-esclave », parce qu'on l'a testé, on va dire, avec n'importe quel maître, parce que je suis une esclave de fait, alors je peux avoir n'importe quel maître qui me prend pendant un week-end, t'as rien à dire et on y va. Ça marche pour moi sur le court terme, ou alors vous avez eu un match parfait entre vous. Et c'est très dur parce qu'en fait, pour pouvoir vivre avec quelqu'un et laisser ses domaines de vie à quelqu'un aussi, on n'a pas, dès le départ, je coche toutes les cases de plus de libre arbitre du tout. Ça s'apprend. C'est-à-dire que moi, il y a encore aujourd'hui en maître-esclave des endroits où j'ai le droit d'utiliser mon mot de sécurité pour des pratiques et pas pour la dynamique, mais parce qu'on a besoin de temps pour que ça se mette en place. Et donc pour moi, on peut déjà se définir en maître-esclave quand c'est la priorité de développer ce type de relation-là, tout en sachant que c'est un peu comme quelqu'un dirait on est fiancé, on va vouloir se marier, on peut déjà dire qu'on est fiancé. Mais c'est pas pareil qu'être petit copain, petite copine. Moi, si aujourd'hui je me définis en déesse, j'ai pas l'impression de me définir. Je me vois mieux dans le rôle de l'esclave, même si je sais que toutes les cases ne sont pas cochées encore. Et c'est un objectif. C'est un objectif. Et on a fait le point justement il y a 2 jours en arrière de tous les endroits où j'ai déjà perdu de mon libre arbitre. Et je me dis, mais en fait, il n'y a rien qu'un an en arrière. Je ne pensais même pas que tout ça, ce serait possible maintenant. Après, il y a quand même quelque chose qui est différent pour moi dans ma définition du maître-esclave par rapport au DS 24/7. Pour moi, il y a vraiment une idée de dressage. À partir du moment où tu rentres dans maître-esclave, c'est pas juste que ça fonctionne au quotidien, mais on construit quelque chose avec des objectifs. Je vais dresser mon esclave pour qu'il ou elle devienne comme ça, ou qui se sculpte d'une certaine manière. Alors, en quoi aujourd'hui tu sens que, pour en parler pratique, si tu veux, en quoi il t'a dressé ? Alors moi, j'ai beaucoup d'entraînement, donc ça se fait par période en général. Donc des entraînements domestiques. Alors moi, là-bas, je suis une princesse. Hein. Voilà, c'est... je me fais servir, je ne veux pas faire la vaisselle, je ne veux pas faire le ménage. Et puis, en réalité, j'ai un caractère de dominante. C'est juste que je me sens à ma place en tant qu'esclave. Et donc ça... Ce qui est très paradoxal à dire comme ça. Paradoxal. Hein. Mais du coup, ça fait qu'on a besoin d'entraînement. Comme dit, on ne va pas à la compétition directement. Et donc, ça se met en place avec des systèmes pour faire en sorte que le ménage soit mieux réparti dans la dynamique. Et c'est bizarre parce que aujourd'hui, on est peut-être à 50-50. Et on dit un maître qui fait 50% du ménage, c'est pas une vraie esclave qu'il a. Mais quand on voit d'où on est parti, 90-10, et lui il faisait tout, en fait toute l'intention elle est là. Et c'est pour ça que pour moi l'intention prime toujours sur la pratique. Donc il y a l'aspect domestique, il y a évidemment la disponibilité sexuelle,
Donc j'ai beaucoup de conditionnements pour avoir une libido qui reste haute, pour savoir l'entretenir, être disponible, pouvoir être utilisé potentiellement quand maître en a envie. Mais qu'est-ce que tu appelles d'entraînement? Parce qu'en pratique, je veux dire... En pratique, ça ressemble Parce que tu n'as pas l'air d'avoir une libido basse, je veux dire, enfin, à te regarder comme ça, oui. On n'a pas la sensation, tu vois ce que je veux dire. Donc en quoi est-ce que ça nécessite un entraînement en pratique? Alors, j'ai pas une libido basse, mais j'ai une libido instable. Donc elle va faire des hauts, voilà, comme ça. Donc nous, par exemple, on fait beaucoup de contrôle orgasmique. Donc Maître il a tout à dire sur ma libido et sur mes orgasmes. Et ça peut ressembler à des périodes de dénial, donc ne pas orgasmer. La dernière que j'ai faite, c'était 82 jours. Voilà. Et il décide quand j'orgasme ou pas. Et comme dit, c'est pas sur une session, c'est sur le quotidien. Il décide quand je vais me toucher, il décide quand il va m'utiliser, il décide... Et alors, en quoi est-ce que... Alors, j'ai une réponse, hein, oui. Mais c'est la tienne qui est intéressante. Oui. En quoi est-ce que c'est intéressant, pour cet exemple-là en particulier, que tu n'orgasmes pas, enfin que tu n'aies pas d'orgasme pendant longtemps, qui plus est, parce que 82 jours, comme tu viens de le dire, c'est long. C'est long, c'est dur. Alors, toute l'énergie qui ne sort pas quand on orgasme reste à l'intérieur. Ouais, on parlait de cocotte minute. C'est la cocotte minute, voilà. Et donc, voilà, la libido reste et elle est constante et puis elle n'est pas en lien avec les déclencheurs sexuels. Là où beaucoup de personnes, moi incluse, s'il n'y a pas un truc sexuel pour me titiller, je ne suis pas juste excitée parce que. Ouais, une stimulation. Voilà. Là, il n'y a plus besoin. Là, il n'y a plus besoin, c'est de fait. Et puis du coup, il y a des entraînements sur mouiller sur commande, par exemple, ne plus porter de culotte, comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je me maquille. De toute façon, maître esclave, comparé à déesse, aussi une des autres différences avec les domaines de vie. Plus on va dans le côté maître esclave et plus ça sort totalement de la sexualité et du quotidien. Mais il y a aussi l'échange de pouvoir sur le business, sur l'argent, sur les autres relations amoureuses, sur les relations amicales, familiales. Donc c'est même intéressant par exemple de voir sur les 3 ans comment mon style vestimentaire a évolué, comment je me comporte, comment je me tiens, comment je parle, parce que c'est toute une posture en fait. Donc voilà, il y a ces entraînements-là sexuels ou non sexuels. Alors j'avais envie de dire quand même, de préciser une chose qui me paraît importante, c'est que ça nécessite une bonne dose de confiance. Oui, en soi et en l'autre évidemment. Beaucoup de confiance parce que, pour moi en tout cas, Maître est totalement dans mon cerveau. C'est-à-dire que je lui laisse l'opportunité de me contrôler à un point où on a des mécanismes, si par exemple il venait à décéder, pour que je puisse déconditionner des choses sans lui. Parce que ça a une vraie importance, c'est-à-dire je demande l'autorisation avant d'aller aux toilettes. Et si on ne me donne pas l'autorisation et que monsieur n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu vas le suivre rapidement, en fait. Hein. Exactement. Et donc, du coup, on est obligé de faire confiance. Et comme dit, quand on va plus dans des autres domaines de vie, il faut aussi prendre le temps de pouvoir laisser cette confiance des autres domaines de vie, de mettre comment il va me conseiller comme petit copain sur d'autres relations amoureuses, ne va pas être la même chose qu'en tant que maître. En tant que maître, il peut me dire « tu vas pas le voir », c'est un non. Puis en tant que petit copain, je pense que tu devrais te poser la question de... Voilà, c'est pas pareil. On n'a pas parlé de la différence d'âge. Vous avez une petite différence d'âge quand même, oui, totalement. Non négligeable, dans le sens où, tu l'as dit, il était marié. Oui. Alors quelque part, je trouve ça toujours un peu dommage que ça aboutit à un divorce. Ouais. D'accord. Mais en même temps, ce qui m'a surpris dans ta description initiale, enfin ce qui pourrait surprendre, c'est que quelque part, toi, tu étais polyamoureuse, et lui aussi, et il avait 2 soumises à côté, non? Copines? Non, 2 partenaires. D'accord, 2 partenaires à côté, plus donc ce qui fait qu'avec sa femme, il en avait 3. Ouais. Toi, j'allais dire, tu allais et venais, voilà. Oui. Et en fait, très rapidement, une fois que vous mettez ensemble, c'est terminé tout ça. Vous êtes juste plus que tous les 2. Il est où le polyamour, là? Alors, pour revenir dans l'ordre, effectivement, on a une différence d'âge de 12 ans et demi, quelque chose comme ça. Alors, tu m'as dit, quand tu le rencontres, tu as 23 ans et lui 34. C'est ça, voilà. Et lui est marié depuis à peu près 2 ans, mais en relation depuis 14 ans, je crois, 14-15 ans.
à ce moment-là. Voilà, j'ai plus trop exactement les dates en tête, mais il avait beaucoup d'espace. Et puis, sa femme, évidemment, aussi avait ses relations. Donc, on peut imaginer aussi un couple de 15 ans, on a l'espace, le quotidien est déjà mis en place, on peut avoir d'autres relations. Le problème étant que commencer une relation ensemble, c'était déjà intense. Mais en plus de ça, une relation en parallèle DS à cette époque-là, très intense. Donc, ça prenait beaucoup d'espace. D'abord, ça matchait bien les 4 ensemble. Puis moi, j'avais encore pendant 3 semaines, 1 mois, mon ex-copain. Ça marchait bien. Et puis, très vite, il y a une relation, j'ai plus trop l'espace de devoir, on va devoir peut-être rester amis. Voilà. Avec ton ex-petit copain? Voilà. Alors, non, lui avec une de ses copines. D'accord. Moi, avec mon ex-petit copain, le polyamour, de toute façon, c'est... Alors, c'est pas pour ça qu'on s'est séparés, bizarrement. Mais évidemment, ça impacte. Voilà, ça impactait. Et puis, après, on s'est retrouvés à un moment donné avec sa femme, des relations un peu comètes, comme on appelle ça, on voit de temps en temps, satellite et tout, voilà. Et puis moi. Et puis, on a partagé 3 jours par semaine, il était chez moi, 4 jours par semaine, il était chez sa femme. Ça fonctionnait plutôt bien comme ça. Et puis, un an et demi après notre début de relation, là, il a divorcé. Et j'ai envie de dire, oui, un mal pour un bien, parce que d'un côté, normalement, quand on se sépare des gens, c'est toujours pour mieux. C'est toujours parce que ça va plus ensemble, évidemment. Donc, aujourd'hui, on est polyamoureux, mais aussi polysaturé. Voilà, on a la relation maître-esclave, on a notre relation amoureuse, mais on a aussi nos business, notre petit chien. Ça prend du temps, mais alors du coup, on n'a pas très envie de développer d'autres relations amoureuses avec des gens, mais évidemment, on a des relations sexuelles avec d'autres personnes. Alors, pas de plan régulier ou quoi. Enfin, quoi que si, mais ensemble. Et maintenant, je fais pas de sexualité sans lui. Mais j'en fais plus parce que je peux plus conditionnellement parlant. D'accord. Voilà. Enfin, Okay. c'est pas un manque d'opportunité ou quoi, mais c'est plus... j'ai besoin de son autorisation pour beaucoup de choses. D'accord. S'il n'est pas dans la scène, il n'y a rien. Et puis moi, j'ai un fétiche d'échange de pouvoir. S'il n'y a pas d'échange de pouvoir, je ressens rien. Je m'ennuie. Ouais. Donc voilà. Et puis on va à des événements, on fait plein de trucs et tout avec plein de personnes. Et on ne les compte pas le nombre de personnes, mais on est polysaturé. D'accord. Pour le moment. C'est ça que tu appelles polysaturé. C'est ça, on est saturé à une relation. D'accord. Il n'y a pas de place pour d'autres relations. Pour le moment, non. Alors, par la suite, certainement, mais là, non. Alors, quand tu décris ça comme ça, une idée qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est, je me dis, vous étiez polyamoureux. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas polysaturé parce que vous êtes amoureux, ce que vous n'aviez pas forcément, en tout cas pour toi, qui étais plus jeune, était avant? Alors, moi, j'étais très, très amoureuse donc, du copain et de celui avant. Il y a une différence qui n'est pas l'amour, mais qui se met au niveau de la relation maître-esclave, qui est la propriété. Et ça a son impact dans les relations polyamoureuses, parce que, voilà, je dis des jeux de propriété, mais ce n'est pas des jeux, évidemment, mais on a beaucoup d'appartenance et ça se ressent. Mais c'est pas l'amour. Lui aussi, pareil, en relation, il a été très, très amoureux aussi. C'était sa femme, il s'est marié quand même. Enfin, il y a des gens qui se sont mariés par... Oui, bien sûr. Là... J'ai une question off d'ailleurs. Ils avaient des enfants, je ne sais plus si c'était cette question. Ouais. Une maison, un business, un chien, mais pas d'enfants. Oui, mais quelque part, tout ça, ça se reconstruit. Les enfants, c'est plus dur. Les enfants, ça les détruit. Ah, oui, totalement. Ça les détruit. Alors, tout ça, c'était ton parcours. Oui. Ce que j'aimerais bien que tu nous expliques, que tu nous racontes aujourd'hui, c'est qui est Déborah Campaya aujourd'hui. Et en particulier, quelle est ta vision du BDSM et de la soumission? On en a déjà pas mal parlé, mais si tu veux préciser ça, et notamment il y a un sujet qui t'importe, c'est partisane d'un BDSM en lien avec ce que l'on est. Tu l'as déjà dit plusieurs fois, l'alignement de soi, c'est un thème qui t'est cher. Ah oui, c'est central. Je trouve que quand on rentre dans le BDSM, et aussi par manque de représentation, il peut y avoir beaucoup de pression à qu'est-ce que serait un bon BDSM, comment on rentre dans la case du bon dominant, de la bonne soumise, et voilà des protocoles qu'il faudrait respecter constamment. Alors moi je dis la sécurité, j'espère que tout le monde respecte, mais encore une fois, je ne peux pas regarder.
Mais le consentement, si ce serait le sympathique. consentement, voilà, bah, dans la sécurité, effectivement. Mais après, dans la pratique et dans comment on a envie de le vivre, il n'y a pas de case. Le problème, c'est qu'on dit il n'y a pas de case, mais on a quand même besoin de se sentir à une place. Et pour découvrir cette place-là, pour moi, le mieux, c'est qu'on se connaisse, en fait. Plus on se connaît, plus on a de la connaissance de soi-même, de qui on est profondément. Comme je l'ai dit, moi, j'ai un caractère de dominante, mais je suis à ma place en tant qu'esclave. Bah, si je ne connaissais pas mon caractère, si je ne connaissais pas ma place et ce qui se passe dans mon corps, dans mes énergies et tout, bah, je ne pourrais pas me mettre en tant qu'esclave, je serais peut-être devenue dominante. Parce que pour moi, c'est l'extérieur, les domaines extérieurs qui s'adaptent à qui on est réellement et pas l'inverse. Je choisis mon job en fonction de qui je suis et pas des offres d'emploi. Bon, c'est simple à dire aujourd'hui, mais enfin, je comprends qu'il est plus dur. Pareil, je choisis mes amis en fonction... Non, ça correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'on peut accepter temporairement, en particulier quand on est jeune, un boulot alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié qui on est et quel boulot on voudra vraiment faire. Par ailleurs, bien souvent, et moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie maintenant, j'ai découvert des boulots qui finalement me plaisaient énormément, alors que ça m'est même arrivé de me dire à un moment de ma vie auparavant, ça y est, un truc qui est sûr, c'est que je ne ferai jamais ce métier-là. Donc on découvre au fur et à mesure. Enfin, la vie est longue. Hein. Totalement, on découvre et on se découvre en même temps. Ouais. Mais du coup, vraiment, d'où le fait de rester bien à l'écoute de soi, de savoir que ça peut changer, évidemment, mais sur quoi est-ce que je base mes décisions, en fait. Et le maître me le dit aussi tout le temps, c'est oui, c'est bien de pratiquer, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche là derrière ? On vient à un événement, on veut faire de la restriction, du breastplay, pourquoi ? Est-ce que c'est juste une histoire de couper ta respiration ou est-ce que tu veux être dévoué ? Est-ce que tu as envie de te sentir comme ci, comme ça ? Donc pour moi, c'est ça ma vision, et puis aussi de s'autoriser les contradictions. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis féministe et activiste. Plein de gens me disent, mais tu peux pas être soumise. Alors que ça n'a rien à voir, évidemment. Oui, c'est une abyration, oui. Mais quand on c'est une aberration de penser ça, je veux dire. Hein, c'est pas une aberration d'être féministe. Mais tu l'as dit toi-même, en fait. Tu as un caractère de dominante et tu es esclave. Enfin, c'est le terme qui te va. C'est pas contradictoire. C'est bien toi qui l'as choisi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, c'est de se dire, même si on a l'impression que ça fait un choc à l'intérieur de nous, de contradiction, c'est pas forcément. Des fois, j'aime bien remplacer les mais en et. Je suis pas féministe mais soumise, je suis féministe et soumise. Je suis caractère de dominante et esclave. Voilà. C'est ma vision. Le fait est que, pour le comprendre, c'est vrai qu'il faut se poser un minimum la question. Oui, c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on fait une vidéo relativement longue. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment se concrétise ta relation maître-esclave au quotidien ? C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé un petit peu. Ouais. Et en particulier, on sent bien qu'il y a une forme de... il y a la sexualité qui est toujours un petit peu au centre, quand même. Enfin, pas au centre, mais disons que ça fait partie quand même du quotidien. Et il y a une... Est-ce qu'on peut appeler ça une hypersexualité ? Pas de mon côté, en tout cas, peut-être maître. Ouais. Mais ou alors il la crée, il te conditionne, comme il l'a dit. Il me conditionne. Mais justement, alors la sexualité est au centre et en même temps, on fait beaucoup pour qu'elle ne le soit pas, pour que justement ce ne soit pas le déclencheur de notre dynamique, pour qu'on puisse aussi s'assurer que notre dynamique puisse rester, même quand on va visiter la famille, si c'est toujours la stimulation sexuelle qui doit être là, quand on n'a plus de sexe, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, on veut qu'est-ce qui se passe ? La même chose. Donc, au quotidien, ça ressemble à... alors, vu que moi, j'ai un TDI et maître a un TDAH aussi, donc déficit de l'attention et de l'hyperactivité, on a besoin de beaucoup de changements. Donc, on a des routines et des rituels, mais ils sont mis à jour très fréquemment. De toute façon, on discute beaucoup et on ajuste constamment. Mais on en a en fonction des périodes, en fonction des entraînements, comme je disais, si ça dure 1 mois, 2 semaines, 3 mois, et sur différents domaines. Donc on va avoir tendance à mettre certains domaines en priorité. Est-ce que ça va être la dévotion ? Est-ce qu'aujourd'hui, là on va mettre ta créativité ? Est-ce qu'on va mettre ton côté salope en avant ? Et beaucoup de stratégies. Et pour moi, ça c'est aussi une différence entre maître et dominant, c'est que dans la façon de réfléchir, je pars d'une situation A
j'ai un objectif en tête pour mon esclave situation B, j'ai besoin d'une stratégie pour pouvoir mettre ça en place. Et donc beaucoup de réflexion. Voilà. Et moi, je fais l'exécution, lui, il fait la stratégie. Et on dit souvent que c'est un peu comme si... je pense que c'est la meilleure façon de décrire peut-être notre dynamique. En gros, j'ai mon entreprise qui est moi et ma vie, ma vision de vie. Et puis, je n'ai pas très envie de la gérer, mon entreprise. Donc, j'ai engagé un chef d'entreprise, un CEO. Je lui explique tout où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de devenir. Et lui, il ajoute ses petites épices, sa petite touche. Et il gère cette entreprise-là. Et puis, moi, je peux me mettre au rang de salarié, du coup, et juste exécuter. D'accord. Une façon de lâcher prise. Ah ouais, totalement. Alors, je voudrais revenir un petit peu, parce qu'on en a parlé, c'était pas complètement pour rien non plus, évidemment, du trouble dissociatif de l'identité, parce que ça a un impact sur votre relation. Et en particulier, tu me disais que ton maître est en relation avec 3 de tes alters. Alors, est-ce que tu veux développer un petit peu ? Oui. Alors, comme dit, on est entre 15 et 40 en fonction des bruits de couloir. D'alter, tu veux dire ? D'alter, ouais. Et il est en relation BDSM et amoureuse avec Déborah, avec Ellie aussi, qui est une altère qui est plus âgée, qui a une 30aine d'années, et qui a du coup d'autres dynamiques sexuelles. Alors, je dis bien oui, elle est en relation, mais pas la même relation. Vu que c'est une autre personne, c'est toujours une paraît logique. Différence. Voilà. Et puis il est en relation aussi, surtout, alors je dis amoureux, c'est plutôt du caregiver, hein. On est vraiment sur prendre soin d'eux, donc c'est un peu de BDSM, DDLG et un peu d'amour. Alors DDLG, Daddy Dom, Little Girl, exactement. Avec un alter qui s'appelle comment ? Lia, et qui a 4 ans. Oui. Qui est une altère little. Alors, c'est le même terme qu'en BDSM, mais c'est pas pareil. C'est vraiment le terme du trouble dissociatif de l'identité. Donc, et c'est aussi les alters qui sont le plus souvent là. Alors, Ellie, pas trop récemment. Du coup, il se manque beaucoup avec Maître. Mais Lia, c'est une de celles qui est le plus là. Et Déborah. Et après, avec les autres alters, il a des relations plus ou moins amicales. Des potes, quoi. Des connaissances, et puis il y en a d'autres qu'il n'a jamais vues aussi, hein, qui ça reste à l'intérieur. Et puis d'autres qu'il aime moyennement, on va dire. Ouais. La princesse. Voilà, c'est la rebelle d'ailleurs. Alors il y a une question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que, dans la mesure où une relation de cette intensité-là permet de bien se connaître, est-ce qu'il arrive à déclencher l'apparition de l'une ou l'autre, l'un ou l'autre de tes alters ? Alors malheureusement, c'est un peu la différence entre un trouble et un super pouvoir. C'est qu'on ne peut pas trop choisir quand qui arrive. Alors oui et non, parce que comme dit, plus on va savoir communiquer dans le système et plus on va se connaître en tant que système aussi, parce que je parle de se connaître moi et tout, mais je n'ai pas les mêmes valeurs qu'un autre alter, voilà, donc il faut prendre ça en compte. Mais plus on arrive à discuter, si les barrières dissociatives et amnésiques le permettent, si elles sont assez fines, et plus on va aussi connaître les déclencheurs, positifs ou négatifs des alters. Je vais donner un exemple. Lia, un de son rôle est de s'occuper du corps. Et donc, elle adore tout ce qui est routine, mettre de la crème, se faire des massages. Voilà. Dans le cadre de la relation BDSM avec ton maître ? Ou même d'elle-même, D'accord. Par elle-même, où elle aime bien les doudous, certains Shrek, elle adore Shrek. Voilà. Donc si par exemple il veut passer une soirée avec Lia, s'il met Shrek, il y aura plus de chances qu'elle arrive, parce qu'elle peut être déclenchée, mais il n'y a aucune certitude. D'accord. Et ça, c'est avec n'importe qui du coup. Et la question que je me posais, c'est que tu disais, avec ces 3 alters-là, il est en relation BDSM. Mais est-ce qu'il est en relation maître-esclave avec ces 3-là ? Alors du coup, avec Lia, non, c'est pas du tout une relation maître-esclave. Avec Ellie, c'est compliqué parce que Ellie a une très forte énergie sexuelle. Donc là, on le disait plus tôt, elle n'a pas besoin de stimulation sexuelle. Voilà, elle a son énergie. Si je peux te paraphraser, oui. Elle n'a pas besoin de travailler son côté salope, quoi. Voilà, D'accord. Exactement. J'ose, hein. Mais je me demande si c'est pas elle qui te l'a dit, ça, à la préparation d'interview. Je ne sais pas. Tu m'as dit, elles ont des différences aussi dans leur vie sexuelle. Déborah est plutôt timide, et Ellie fait plus salope. Ouais, donc, qui me parlait à ce moment-là ? Je ne suis pas dans ta tête. C'est possible. Et tu as ajouté, elle prend les devants, elle a envie de se mettre dessus. Ouais. Elle n'a pas de honte du tout. Alors,
Moi non plus, mais il y a une différence. Moi, j'ai pas de honte parce que je travaille sur ma honte, là où Ellie n'a pas accès à l'émotion de la honte. C'est une altère qu'on appelle une partie apparemment normale, et donc on a moins accès à certaines émotions. Donc elle est très libre. Et du coup, vu qu'elle a une énergie sexuelle quand même très très haute, peu importe ce qui se passe, oui, elle va être là. Par contre, je peux pas vraiment dire maître-esclave parce qu'elle n'est pas assez là. Donc il peut pas vraiment l'adresser. Elle n'a pas vraiment d'autres domaines de vie non plus, Ellie. Elle vit par maître et pour maître presque. Donc elle développe pas des amitiés. Voilà. Elle est en coaching par contre. Elle est coach aussi, Ellie. D'accord. Donc, elle a toujours son énergie sexuelle haute, mais elle est là pour coacher, quoi. Mais à part ça, je peux pas dire maître esclave du coup, mais oui, D'accord. peu importe ce qui se passe, quoi. Pour moi, une chose importante à dire, c'est que pour moi, il y a un peu deux types d'esclaves. Il y a les personnes qui se sentent esclaves parce que ça fait partie juste de leur caractère aussi, de se soumettre, de servir. Même dans les opinions qu'elles peuvent avoir, pas très envie de faire beaucoup de réflexion, de juste se laisser aller, ce qui est totalement légitime. Et du coup, pour moi, ces personnes-là, quand elles rentrent en relation maître-esclave, elles peuvent beaucoup plus facilement un peu tout cocher. Parce que c'est qui elles sont juste profondément. Alors, si je dis ça, on pourrait croire que le deuxième type n'est pas profondément esclave, mais c'est pas ce que je veux dire. Et donc, pour moi, la différence, c'est qu'elle pourrait être presque l'esclave de n'importe qui. Oui. De fait, si on trouve un maître respectueux avec des pratiques plus ou moins communes, tu peux me dresser, me sculpter, ça va passer. Là où moi je vais avoir plus de mal à rentrer là-dedans, c'est que vu que c'est pas mon caractère, j'ai beaucoup d'opinions et de choses à dire et de toutes ces choses-là, il va avoir cette importance, cette transition à se dresser à être esclave, plus que... Alors, du coup, moi, je suis esclave de mon maître. Oui, mais ça peut correspondre à une aspiration, enfin, ça peut correspondre au maître en question. C'est-à-dire que j'ai interviewé, tu me fais penser à ça, mais j'ai interviewé Lady Nix, qui me dit qu'elle aime les hommes soumis. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas forcément les soumettre. Voilà. Dans le sens où elle veut qu'ils soient soumis de nature. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui auront besoin d'être pris en main pour et ça dépend de la personne effectivement avec qui ils seront. Et moi je sens vraiment cette soumission à l'intérieur de moi, peu importe qui c'est. Mais pour le côté esclave, je suis esclave de mon maître. Et si demain il venait à plus être mon maître, je pense que pour repartir sur esclave, faut vraiment que je trouve le bon match et je peux pas juste. Alors, les jeux pour les candidatures de maître, ça va pas fonctionner. Il sera pas forcément d'accord en plus. Ouais, je pense pas. Non. Je voulais ajouter une chose. C'est comme tu le disais, aucun de tes alters qui est porteur de grands traumas n'a de relation BDSM avec ton maître. Ils peuvent avoir des relations amicales, tu l'as dit tout à l'heure. Et alors, en particulier sur ta chaîne YouTube, il y a une vidéo qui peut intéresser les gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Il y a une vidéo sur la pluralité, le BDSM avec un trouble dissociatif de l'identité, comment faire. Oui. Ce qui pourrait intéresser les gens qui pourraient être impactés. J'ai rencontré récemment une consoeur autrice qui m'a dit je ne le savais pas, c'est quand je l'ai rencontrée, qui m'a dit qu'elle était touchée par ce... on est beaucoup quand même, 3% de la population mondiale, c'est beaucoup 3%. Oui, ça fait beaucoup, oui. Ça fait sur une classe de 30, il y en a un, quoi. Oui. On en croise tous les jours, on ne le sait pas. Oui, et eux, peut-être le savent pas aussi. Tu as mis très longtemps à le savoir, effectivement, comme tu le dis. C'est pas simple, en fait. Non, vraiment, c'est fait pour se cacher, quoi. Alors, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est comment tu accompagnes, on va maintenant rentrer dans ton métier, comment tu accompagnes les gens en coaching, BDSM et alignement de soi. Alors, déjà, j'accompagne, peu importe si les personnes sont en couple ou célibataires. Et je le dis parce que des deux cas, mais moi je suis en couple, est-ce que tu peux vraiment m'accompagner voilà. Et moi je suis célibataire, je n'ai pas encore le bon partenaire, est-ce que... Avant tout, comme j'ai dit, c'est en lien avec l'alignement de soi, donc on doit se connaître. Donc si vous êtes acteur de votre coaching, je peux vous accompagner en gros. Et pareil, peu importe où les personnes en sont dans le BDSM, il y en a qui ont juste l'impression de coin de l'œil que peut-être plus tard quand je serai guérie, ça pourrait m'intéresser. Et d'autres qui sont en relation maître-esclave 24/7 depuis un moment. Et c'est vraiment de se dire que déjà la façon d'accompagner, alors en dehors de quelques programmes que je sors au fur et à mesure de l'année, quand je fais vraiment du coaching 1 à 1, c'est sur mesure et haut de gamme, ce qui veut dire que c'est du luxe. C'est vraiment
je fais une stratégie pour toi, pour tes objectifs. Ton coaching ne va pas ressembler au coaching de quelqu'un d'autre. Et c'est sur un pack. Je t'accompagne pendant plusieurs mois, peu importe le nombre de sessions. On a un objectif, on veut des résultats, on fait ce qui est nécessaire pour y arriver. Et du coup, on va beaucoup accompagner émotionnellement parlant. Et moi, j'ai une vision holistique de la façon d'accompagner dans le BDSM. C'est, en gros, tu viens pour le BDSM et peut-être qu'on va en parler 20% du temps. Pas parce que j'aime pas parler de BDSM et la personne non plus, mais parce qu'en fait, quand on touche à ton BDSM, on touche à toi, à tes émotions, à ton histoire, et qu'est-ce que ma famille va en penser, et moi, j'arrive pas à lâcher prise, et peut-être que pendant que je fais du sexe, je pense, est-ce que je suis assez belle? Ça, en fait, c'est des insécurités personnelles. Et si on vient pas les délier déjà dans ton rapport à toi, ça va pas se délier dans ton BDSM. Et la pratique, après, en tant que telle, c'est un savoir-faire. Le savoir-faire, on peut toujours l'apprendre. Le savoir-être, on a besoin de faire ce travail sur ça, quoi. Très clairement. Voilà, donc ça, c'est comment j'accompagne. Et homme, femme, toujours d'ailleurs. Oui, d'accord. Oui, j'aurais été étonné que tu me dises autre chose, pour le coup. Plus de 18 ans, par contre. Parce que, oui. Ouais, aussi. Là, tu m'aurais inquiété. Voilà. Et tu me dis que tu as une particularité quand même, tu fais payer au résultat. Oui. D'accord. C'est-à-dire que, alors, comme dit sur les coachings haut de gamme et sur mesure, on fait 2 premières sessions où je fais le lien sur toutes tes problématiques de vie. On parle de tout. Hein. Et deuxième session de tes objectifs. Et à la fin de cette deuxième session, je te crée la stratégie sur mesure pour toi. Je te dis, OK, je pense qu'avec les accompagnements que je peux te proposer, ça peut durer 6 mois, 4 mois, 7 mois, peu importe. Et on veut atteindre ce résultat-là. Et le prix est pour ça. C'est pour tout ce processus-là. Comment on va s'y prendre? Est-ce que tu auras des devoirs? Est-ce que tu vas devoir venir en coaching de groupe? Est-ce qu'on va se voir 3 fois par semaine? C'est un détail. Et le prix ne va pas changer en fonction de la fréquence à laquelle on se voit ou du temps qu'on se voit. C'est, comme dit la philosophie, on fait ce qui est nécessaire pour y arriver, tout en s'assurant qu'on a le droit d'ajuster. Parce qu'il y a des personnes aussi qui se disent en résultat, je veux pouvoir restructurer mon 24/7 pour que ce soit fluide et que j'ai plus de résistance à me soumettre. Imaginons, alors c'est un résultat alors qu'il y en a plein, hein, c'est tous les domaines de vie évidemment. Et puis au milieu de coaching, on se rend compte qu'en fait, au contraire, tu as envie d'explorer ton côté switch et tu t'es jamais autorisé parce que tu en as honte. On réajuste et on réajuste le coaching si nécessaire, la stratégie et le temps que c'est censé prendre. Si ça doit se réajuster au niveau prix, on le fera aussi. En général, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais comme tu l'as très bien dit, on découvre et on se découvre. Bah, le coaching, il est fait pour ça. Hein. Clairement, si on vient t'appeler, c'est que quelque part, il y a un truc qu'on a raté, quoi. Hein. Bon. Donc c'est logique qu'il y ait réajustement. Enfin, ça paraît logique en tout cas. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est comment créer du contenu aujourd'hui autour du BDSM. Comment créer du contenu en ligne? Alors, on a peu de contenu en ligne, en français surtout, sur le BDSM. Il manque de représentation d'après moi parce qu'il y a une censure aussi générale. Alors des plateformes, évidemment, j'ai beaucoup de comptes qui ont sauté alors que je ne montre rien de mon corps, je ne fais pas de sexualité, je parle, mais je parle d'un sujet qui est tabou. Et il y a des gens qui ne sont pas contents, évidemment. Et donc on signale et on fait sauter ça. Et donc ça fait qu'il y a un manque de représentation aussi, et même dans les médias traditionnels, hein, on voit les films qui sont sortis sur le BDSM, ou après il y a les livres, heureusement ça aide aussi pas mal. Mais de manière générale, il y a ces tabous à soi qui fait que c'est dur de créer du contenu. Parce que c'est simple de faire un gangbang. C'est simple de faire un gangbang le week-end. C'est simple. C'est de la coordination, mais voilà. C'est simple de faire un gangbang le week-end, mais d'en raconter comment ça s'est passé après, et ses peurs, et les choses qu'on n'a pas réussies, et ses réussites. Et ça demande une vulnérabilité, en fait, de parler de BDSM aussi. Hein. Bah, une vulnérabilité, une force. Ben, c'est pareil. Oui, ça demande d'être capable d'en parler, effectivement, et donc, quelque part, d'affronter le regard des autres. Exactement. Et en particulier sur les plateformes en ligne, c'est n'importe qui. Enfin, oui, totalement. En théorie, n'importe qui ne devrait pas traîner sur YouTube, mais on sait très bien que ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Mais effectivement, ça demande
d'être capable effectivement d'en parler. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de l'avoir fait, où là ça se passe dans un cadre restreint, on sait à qui on s'adresse, là c'est très différent. Donc il faut adapter sa communication, ça demande une communication professionnelle. Et là tu as un gros atout, c'est que ça fait un bail que tu es sur les réseaux. Bah, ça fait presque une dizaine d'années. Donc du coup le côté authenticité, vulnérabilité, j'ai pu m'y faire avec le temps. Mais aussi je trouve en tant que femme sur les réseaux sociaux, c'est aussi une difficulté en plus parce que les commentaires que je me prends vont être très misogynes et puis on va m'attaquer sur tout et sur mon physique et puis les gens qui vont vouloir se profiter de moi aussi. Donc il y a aussi cette distance à savoir faire entre je veux être authentique, je veux être vulnérable, je veux parler de moi et en même temps faut me protéger parce que y a des personnes dans la rue, ils entendent sur internet celle-ci elle se soumet et elle fait des fellations sur commande, je vais la prendre derrière un mur. Enfin, c'est pas comme ça, quoi. Donc, évidemment, non. Il y a des dangers, il faut quand même en avoir conscience. Et puis, il y a aussi une posture professionnelle. Et faire cette différence, vu que moi, j'ai les deux casquettes, et créatrice de contenu et coach, il y a une limite, quoi. Et en même temps, par exemple, j'ai des avis personnels, mais quand je suis en posture de coach, j'ai un avis neutre. Donc, si toi, tu arrives et tu me dis, moi, ça, c'est ma vision de maître esclave et c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme toi, Déborah, en coaching... Moi, quand on me dit ça, je publie pas. Et voilà. Je veux bien publier des avis, je dis ça en plaisantant évidemment, mais je veux bien publier l'avis de gens qui n'ont pas forcément le même avis que moi. Mais quand quelqu'un doit me dire c'est ma vision et tous les autres ont tort, ça, je peux pas. Voilà. Alors qu'en coaching, moi, je dois le voir, et même s'il y a des idées complotistes, il y a plein de choses qui peuvent tourner. Je suis là, j'accueille, et en fait, c'est mon rôle. Et ça, il faut que ça se ressente aussi sur les réseaux, tout en partageant mon avis pour que j'attire les bonnes personnes aussi. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Ouais. Et en même temps, tu me disais, c'est compliqué pour les femmes, et moi, ce que j'ai constaté, c'est que le BDSM sur les réseaux, c'est surtout les femmes qui en parlent. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc j'ai tendance à dire, il y a peut-être une autre explication, mais depuis le début, j'ai tendance à penser que ça les arrête pas, elles ont une sacrée force, quoi. Oui, et puis... Parce que le risque n'est pas le même, très clairement. Le risque n'est pas le même du tout. D'accord. Mais il y a aussi quelque chose de différent, c'est que malheureusement, beaucoup de ces femmes sont déjà habituées au sexisme. Sont déjà habituées à devoir gérer cette difficulté en plus. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Exactement. Et donc, moi, j'avais plein de commentaires avant de parler de BDSM, purement sexiste aussi. Là, ce qui est compliqué, c'est que le danger, comme dit, si quelqu'un... alors, au Portugal, je suis un peu plus tranquille, on va dire. Mais quand je me déplace en France ou quoi, si quelqu'un me reconnaît, il y a mon collier. Et je sais que du coup, c'est celle-ci. Et on peut vite attaquer. Et puis, comme je le dis aussi, on peut vite profiter. Et moi, j'ai une posture qui n'est... Je ne suis pas une domina en ligne. Et on a beaucoup l'habitude d'avoir des dominas qui parlent de BDSM en ligne, ou alors de soumises qui parlent de leur relation, mais pas forcément en tant que professionnel, de coach. Et moi, le nombre de soumis qui vont venir et qui vont essayer de gratter de la domination et perdre du temps et tout, c'est compliqué. Mais ça se fait parce qu'il y a un message. Ouais. Donc c'est important, quoi. Et justement, je disais en France, si je me balade dans la rue et tout, à l'international, je trouve que quand on parle anglais, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de termes en anglais dans le BDSM, il y a une éducation qui est plus accessible. L'éducation en France sur le BDSM et la représentation aussi d'une vie authentique, parce qu'il ne faut pas oublier que les réseaux, c'est aussi beaucoup de paraître. Donc c'est très simple de faire une représentation qui n'est pas juste par rapport à la réalité. On en a moins. Et donc, moi, j'ai quand même la sensation qu'il manque. Il manque d'éducation sexuelle en général. Enfin, qu'on a appris que le clitoris a été mis dans des bouquins de biologie en 2017. Pour l'école, quoi. On se dit, oui, il y a du boulot à faire. Ouais. Et puis quand on voit aussi aujourd'hui le nombre de personnes qui ne se protègent pas et qui pensent aussi que parce qu'on fait du BDSM, on n'a pas besoin de préservatif. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors l'éducation sexuelle est un vaste sujet que je vais traiter quand je serai à visage découvert. Oui, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. C'est un sujet qui m'importe énormément, à plein d'égards d'ailleurs. C'est un sujet que je veux traiter en profondeur. Il y a merci, on en a beaucoup besoin. de choses à dire. Beaucoup de choses à dire.
À ce moment-là, j'ai demandé à Déborah quelles étaient les pratiques au centre de son BDSM et de celui de ses coachés. J'ai jugé la réponse trop explicite pour que je prenne le risque de voir l'intégralité de la vidéo censurée. En conséquence, j'ai préféré l'extraire pour en faire une deuxième vidéo qui sera disponible la semaine prochaine aux seuls abonnés majeurs de YouTube. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, je voudrais aborder succinctement, mais c'est très important, la question suivante. Comment tu définis un BDSM sain ? Alors à mon avis c'est très rapide parce que pour moi un BDSM sain est un BDSM qui est aligné aux personnes qui le vivent. Et si vous pouvez vous éduquer, ce serait mieux parce que des fois on a l'impression qu'on fait bien. Et en fait, on se rend compte qu'on est passé à côté de cadres de consentement. Pour moi, c'est un peu la différence, un BDSM sain d'une relation toxique, comme la différence entre un combat de boxe sur un ring avec des règles et un combat dans la rue, une altercation venue de nulle part, quoi. Il y a de la violence qui pourrait être vue, mais elle est encadrée. Ouais. Voilà. On approche de la fin de cette interview. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton actualité, tes projets. Et en particulier, j'ai été étonné, mais j'ai eu l'explication, mais j'ai été étonné que tu changes de chaîne alors que tu avais une chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait quand même pas plus de 60 000 abonnés. Et puis aujourd'hui, enfin quand on a préparé, donc tu avais une chaîne qui s'appelait Simply Déborah, et aujourd'hui tu en as une autre qui s'appelle Simplement Déborah. On n'est pas trop perdu. Voilà. Qui avait, quand on a préparé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 mois, quelque chose comme 1000 abonnés. Aujourd'hui, elle a 3005, elle doit approcher des 4000, donc ça monte bien. Ça monte bien. Je me souhaite la même chose. Oui. Je viens de passer les 300. Ah, trop bien. Avec un défaut, évidemment, que je comprends bien, je ne suis pas encore à visage découvert, ce qui évidemment change beaucoup de choses. Et puis ça fait qu'1 an et demi, moi. Oui, cette chaîne, ça fait même moins. Je l'ai ouvert en janvier. Ouais, mais t'étais quand même sur les réseaux depuis un bail, c'est ça que je veux dire. Alors que moi, j'étais pas du tout sur les réseaux il y a 1 an et demi. Ah oui, donc ta chaîne, un an et demi. Donc la chaîne a été créée en même temps que j'ai débarqué sur les réseaux, Facebook et compagnie. Donc ça fait relativement peu de temps. Et puis effectivement, le fait de ne pas être à visage découvert, faut ramer plus longtemps, quoi. Totalement. Mais bon, ça finira par changer. Alors la question que je vais te poser, c'est ton actualité, tes projets. Oui. Alors du coup, il y a eu ce changement de chaîne. Premièrement parce que l'audience ne suivait plus. Et donc même s'il y a une... Alors vraiment, on pourrait croire, on est passé de 60 000 abonnés à une nouvelle chaîne, il y a 10 000 personnes qui suivent. Moi, j'étais plus sur l'autre chaîne depuis presque déjà 1 an, je postais plus. Et puis l'année d'avant aussi pendant 1 an, donc c'était un peu mort comme chaîne. Et puis il y a peut-être 200 abonnés qui sont venus de l'ancienne chaîne. Et encore, je dis ça avec des personnes de mon ancien compte Instagram. Parce que y a pas tout le monde qui a envie d'entendre parler de BDSM, et en plus de ça, de BDSM un peu poussé. C'est pas juste, je vous raconte mon dernier gangbang, voilà, on fait des sujets, quoi. Et le fait est que, oui, pour l'expliquer, tu n'en parlais pas sur l'ancienne chaîne. Et quand tu as commencé à en parler, forcément... Oui, l'audience n'était pas la bonne. Et puis l'algorithme, on sait comment ça fonctionne. Si ta première audience n'aime pas, la vidéo ne va pas être vue par d'autres personnes. Et évidemment, si je prends le temps de faire des vidéos, c'est que j'ai envie que le message passe, quoi. Donc, d'où le changement. Pareil pour le changement de compte Instagram qui a aussi ouvert cette année, mais là parce que j'ai été bloquée de partout. Mais on a dû reprendre quasi de zéro. Il y a 500 abonnés qui sont venus de l'ancien Instagram. Et là, je crois à l'heure où on tourne, on doit être à 25 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà mes actualités parce que je poste énormément, 2 fois par jour sur Instagram, plusieurs fois en story, 2 fois par semaine sur YouTube. J'ai aussi, et je continue cette année, la chronique que je fais sur Énergie Belgique tous les lundis. Donc ça fait déjà un peu plus d'1 an et on repart pour une autre saison avec les rediffusions en très décalé, avec presque 1 an de décalage sur ma chaîne YouTube. Et puis après, en actualité, il y a mes coachings, donc qui sont pour le moment ouverts à l'année. Donc on peut prendre un rendez-vous, ces fameuses 2 premières sessions qui s'appellent processus de session stratégique sur le site quand on en a envie et après partir en coaching sur mesure. Mais ça va certainement pas rester comme ça toute l'année. Je vais ouvrir certainement à un certain moment. Après, il y a un programme qui arrive plus ponctuel en fin d'année, là en novembre, sur la libération corporelle. 30 jours de libération corporelle pour
Bah là, c'est plus tourné guérison finalement que BDSM, même si on en parle, mais vraiment libérer toutes les émotions bloquées dans le corps pour pouvoir avoir un lâcher-prise, un plaisir aussi, une libido, se reconnecter à son énergie. Enfin, quand je dis énergie, c'est pas spirituel, hein, c'est vraiment l'énergie de je suis fatiguée, je suis pas fatiguée, j'ai mes règles, voilà. S'écouter, on est toujours dans l'alignement de soi, on est dans l'alignement de soi. Et puis ça, c'est nouveau, ça arrive fin septembre. Il y a une formation qui va sortir, Succès 24/7, pour accompagner les couples qui commencent dans le 24/7 ou qui luttent un peu avec leur 24/7 pour connaître toutes les techniques en formation. Là, on n'est pas en coaching, vraiment, on achète le produit, on le suit en couple pour avoir un succès et avoir un 24/7 qui soit fluide et qui nous ressemble. Donc ça arrive très vite, hein, quand même, fin septembre. Ok, fin septembre. Voilà. Il me semble que tu m'as dit que tu avais pensé à écrire un livre. Et tu m'as répondu oui. Et là, je t'ai dit clairement, il faut m'en dire plus. Moi, je suis auteur avant tout, je veux tout savoir. Ouais. Alors, la grosse difficulté, c'est que j'ai envie d'écrire plusieurs livres et je ne sais pas choisir. Ça, c'est la difficulté de tous les auteurs. Mais oui, on est commencer un livre, c'est facile, mais il faut le terminer. Voilà. Donc, on va dire que j'enlève un peu, ou j'assouvis ce désir-là à travers mon journal intime par mail. On n'a pas parlé, mais voilà, j'ai ce canal-là aussi où je peux parler sans censure. Et c'est mon journal intime que les gens reçoivent par mail. Et du coup, là, je peux parler de plusieurs choses, de BDSM, mais aussi de santé mentale, de business, d'argent. Et en fait, ça fait des années que je vais écrire un livre. Et je ne sais pas trop, est-ce que je vais sur l'histoire personnelle? Est-ce que je parle de TDI? Est-ce que je parle purement de relations maître-esclave? Est-ce que je parle d'alignement de soi? Et je me dis que le temps fera ces choses aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai beaucoup de demandes des abonnés d'écrire un livre. Oui. Ouais, ils me disent beaucoup. Alors, je sais juste ce que je ne veux pas. Et c'est tout ce qui est roman sur base de son propre esprit, quoi, comme on écrirait Harry Potter. Ou un roman autobiographique, tu veux dire? Alors justement, ça me dérangerait pas. Ouais. Mais de choses qui est histoire inventée, ça, je sais que la fiction, c'est pas ton truc. La fiction, c'est pas mon truc. D'accord, ok. Voilà. Donc, ce serait toujours basé sur quelque chose, soit de la connaissance purement pratico-pratique. Dans un guide pratique, voilà. Ou alors quelque chose d'autobiographique, un essai. D'accord, ok. À voir. Okay. Je vais mettre des liens vers tes réseaux. Tu me les as déjà envoyés vers ta chaîne YouTube. Il y avait une vidéo en particulier dont on a parlé tout à l'heure, mais tu en as posté un certain nombre, 2 par semaine. Il y a de quoi faire, même si la chaîne est relativement récente. Donc, je voudrais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait très plaisir. Pour être tout à fait honnête, je ne m'y attendais pas. Ah, pourquoi? Parce que je ne suis pas à visage découvert. Ça peut inquiéter. Quelque part, on n'a pas le même âge. Je peux comprendre que de la part d'une jeune femme, s'adresser à un homme de 50 ans, on pourrait dire, tiens... D'ailleurs, tu me l'as dit, Maître a failli assister à l'enregistrement de cette interview, ce que je peux complètement comprendre. Et puis, il y a aussi un certain nombre de contacts que je voulais réaliser depuis le début. Sauf que quand on est personne, et en particulier quand on n'a pas d'audience à offrir, c'est plus compliqué. Le fait est que, comme je te l'ai dit, moi je viens de passer les 300 abonnés. Bon. Oui, les gens ne veulent pas forcément en fonction du nombre d'abonnés et tout, mais... disons que c'est un investissement. Tu as passé un certain temps avec moi, on a préparé l'interview, ce que je peux comprendre complètement. Donc, j'étais très content quand tu as accepté mon interview. Puis en plus, comme je te dis, je me dis, tiens, voilà quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, allons-y. J'adore. Mais vraiment, ça fait pour le coup partie de ma mission en termes de professionnel, de faire des interviews, de passer dans des médias. Donc, dès que j'ai une opportunité, en général, je la prends. Même si c'est en privé, des fois, c'est des écoles, des masters. J'adore. Donc, merci à toi. Et puis, c'était super bien organisé, il faut le dire. Ça en met en off. C'est incroyable. D'accord. Merci beaucoup.